moi personnellement j'ai fini la saison, on se calme au niveau restauration, donc là on va pouvoir plus de temps pour lire et donc du coup ça se voit nettement puisque j'ai pu reprendre, j'ai pu aller à la médiathèque, j'ai pu récupérer plein de livres et du coup et bien là je vais vous faire un petit update sur la semaine qui vient de se passer et vous allez voir que du coup le rythme change drastiquement puisqu'en général vous avez des updates qui parlaient à peu près de 2 voire 3 semaines voire des fois presque un mois et là ça j'ai lu tout ça en rien qu'une semaine donc je me dis on y croit, on va y arriver. Dans notre précédente update, normalement j'ai dû vous présenter le tome 1, donc là je vous dis que direct j'ai lu le tome 2, je n'ai pas pu m'empêcher et je vais direct aussi aller à la médiathèque pour demander le tome 3 parce que j'adore, j'adore. On est sur l'histoire d'une jeune femme, ah vous la voyez pas ici, mais qui fait partie de la noblesse, mais elle, sa passion, ce n'est pas les bals mondains, les robes et les garçons et trouver un beau mari et tout, elle ce qu'elle adore justement c'est la musculation. Et c'est pas très bien vu du coup dans son milieu donc... Eh bien, elle essaye de le cacher comme elle peut et elle va rencontrer l'écuyer, je crois que c'est comme ça qu'on dit, d'une fille qu'elle déteste et il va découvrir qu'il est très musclé et donc elle va vouloir des conseils autour de lui, surtout qu'en plus lui d'être très musclé, il est donc l'écuyer, donc il est doué avec les chevaux et elle est nulle en équitation donc elle se dit Pierre de coup il pourrait m'aider et on suppute qu'il va y avoir une petite romance entre les deux. Voilà. On a ce mélange de romance justement entre deux milieux qui sont totalement différents puisque lui c'est un roturier et elle c'est une noble. On a aussi cette quête d'identité où elle veut s'affirmer parce qu'elle aime la musculation, elle aime ça, mais d'un autre côté elle sait que dans son milieu c'est très mal vu, qu'il faut être une jeune fille docile et tout donc voilà, on a plein de sujets qui sont traités dans cette petite BD, enfin c'est un webtoon à la base je crois, donc dans ce graphique et c'est très chouette donc j'ai très hâte de lire la suite. Je vous le conseille franchement, c'est... Alors, style graphique, on n'est pas sur quelque chose de très élaboré, de très léché, mais au niveau de tout ce qui va être moral, justement, des messages à faire passer, on est sur quelque chose de très chouette. Et comme vous pouvez le voir, il y a des rabats en fait. Donc là, on a la version en gros de lui qui est le roturier, et on a en fait, on voit que lui, ça pourrait être le prince charmant les gars, même s'il n'a pas de titre, voilà, il est un green flag ambulant au possible, donc on l'adore. Du coup, j'ai reçu aussi pas mal de choses au mois de septembre et donc je me suis mise à jour. J'avais reçu Minato Konondori, le tome 4, et donc il est lu. Et là, on commence à toucher à quelque chose. Donc Minato Konondori, c'est l'histoire de Minato qui tient la laverie justement qu'il a hérité de son père ou de son grand-père, je ne sais plus. Il a une trentaine d'années et il est un gamin de 17 ans, un lycéen qui débarque souvent dans sa librairie et qui va lui faire une déclaration d'amour. Mais il va lui faire comprendre qu'il a 30 ans, il lui 17, c'est pas possible entre deux. Donc voilà, on suit Minato et ce jeune homme eh bien, dans leur relation amicale, peut-être un petit peu plus. Et justement, pour le moment, on est au tome 4 et il ne s'est rien passé entre les deux. On a un petit, vous voyez, un petit moment tendre entre les deux parce que tempête de neige et tout. Mais il ne s'est rien passé. Voilà. Le jeune homme est toujours fou amoureux de Minato, mais Minato il est en mode non, je t'aime bien, mais faut pas qu'on aille plus loin parce que c'est pas clean, je suis trop vieux pour toi, tu vois. Donc, pour le moment, ça prend son temps, c'est assez slow burn et j'aime bien justement. Ça véhicule ce genre de message que les relations c'est pas toujours tout feu tout flamme, voilà. Surtout quand il y a un gros écart d'âge comme ça, des fois c'est important de le rappeler aussi. Donc franchement j'adore et j'ai très hâte de voir la suite. Par contre j'ai hâte aussi qu'ils accélèrent dans leur romance pour le coup. Parce que slow burn ok, mais il faut pas trop abuser non plus avec ma patience. J'ai aussi reçu eh bien, Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard, le tome 5. Vous voyez, en termes de style graphique un peu plus léché, c'est de ça que je parle. Voilà, quand c'est des webtoons comme ça, ou c'est des graphismes qui sont aussi magnifiques que ça, t'es en mode oh, c'est une beauté. Et d'ailleurs, c'est avec celui-là que j'ai commencé ma semaine là, de relecture de graphique, parce qu'il me donnait très envie. Je me suis dit, si celui-là te donne envie, vas-y, fonce. Et c'est ça qui m'a remis le pied à l'étrier. C'est parce que ce style était juste magnifique et ça m'a permis de me réaccrocher après à des styles un petit peu moins jolis, entre guillemets, mais qui ont des messages importants et qui sont des styles certes très différents, mais voilà. Donc du coup, parlons plutôt de Mademoiselle Lapine et Monsieur Léopard. On est dans un monde où les loups-garous existent, mais il n'y a pas que les loups-garous. En fait, il y a plein de sortes de garous. Elle, c'est une lapine-garou, et lui, c'est un léopard-garou. Et elle, en fait, son problème, c'est que normalement, vers ses 2-3 ans, on est en lapin, enfin, on est en animal, mais après, on se retransforme en humain. Et plus on se transforme tôt, plus on est puissant. Or, elle, c'est l'inverse qui va se produire, c'est qu'elle arrive à l'âge de 18 ans et elle est toujours en mode lapine, elle ne s'est jamais transformée. Donc sa famille va l'abandonner au fin fond d'une forêt et va lui dire tant pis, les prédateurs vont la manger, de toute manière, elle ne nous sert à rien.
elle va être retrouvée par ce grand léopard qui est un héritier lui aussi de son clan, et quand il va voir la lapine, il va sentir ses phéromones, donc il va comprendre que c'est pas un lapin, que c'est vraiment une garou, et donc il va la recueillir et il va essayer de la pousser à bout pour qu'elle puisse se transformer en humaine. On a un long moment, je crois que les 3 premiers tomes, où justement il n'y a pas vraiment de transformation en humaine, où les deux ne se comprennent pas vraiment, puisque lui, voilà, et elle, voilà. Mais dans le tome dernier, on a eu la révélation de la transformation et tout, et là justement on commence à avoir un début de relation qui se met entre les deux. On adore. Enfin, on a eu le début de la relation qui se mettait entre les deux dans le tome précédent, voilà. Et là, on commence justement à voir que potentiellement, lui, il est très au clair avec ce qu'il veut d'elle, mais elle a pas capté en fait. Je crois qu'elle, elle est un peu teutée. Mais c'est pas grave. De toute manière, hein, je vous l'ai montré, il y a un moment qui dit tout en général, surtout dans de la romantaisie. Voilà, une scène qui vous dit tout. Quand le gars, il arrive, il la chope par derrière, il est en mode... Voilà, il la protège. On sait ce que ça veut dire. Et on adore. Je continue avec mes lectures, et cette fois-ci c'est une découverte parce que c'est un tome 1, là où les étoiles filantes tombent. Par contre les gars, va falloir arrêter de nous les faire aussi cher. Celui-là que je viens de vous montrer, là il est à 14,95 €. Bon, c'est le prix lambda d'un webtoon. Celui-ci, il est à 17,95 €. Là on commence tout doucement à arriver vers les 20 €, les prix des brochets les gars pour des romans. Va falloir se calmer, hein. Donc... à part ça, l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire d'un monde où il existe des sorcières. Quand une sorcière meurt, une autre renaît sous la forme d'une étoile filante justement qui va tomber du ciel, et c'est la naissance d'une nouvelle sorcière. Les sorcières sont en lien avec les constellations parce que ce sont des étoiles. Bref, il y a toute une mythologie autour de ça. Et les sorcières sont associées à un familier. Quand une sorcière meurt, son familier étant lié à elle, le familier meurt. Sauf que, eh bien, on a cette jeune fille qui va devenir du coup... la nouvelle sorcière, enfin, qui va naître et qui va être la nouvelle sorcière de la petite étoile, je crois. Et eh bien, elle ne trouve pas de familier, son familier ne vient pas à elle. En revanche, il y a un familier qui débarque et qui lui dit qu'il n'est pas le sien, qu'il est le familier de l'ancienne sorcière qui était la petite étoile et qui n'est pas mort quand celle-ci est morte. Et donc, eh bien, il cherche à comprendre comment ça se fait en fait. Parce que du coup, il se fait rogner par les autres en mode, bah, c'est pas normal, normalement, un familier, il est fidèle à sa maîtresse et il meurt avec sa maîtresse. Donc... là, lui, il essaye de comprendre comment ça se fait que, eh bien, il n'est pas mort avec sa maîtresse. Et elle, du coup, va se rendre compte aussi de tout le lore qu'il y a, justement, de ses pouvoirs et tout. Donc, voilà. Un premier tome assez introductif, justement, on nous pose les bases de la mythologie, des relations entre les différents personnages et tout. C'est assez chouette et j'ai très hâte de lire la suite, je vous avouerai. On arrive dans quelque chose d'un peu plus sombre. J'ai lu La Marche Brune, le tome 2. On est sur un monde où il y a une brume qui ensorcelle les gens, et on est dans un clan avec que des femmes mais qui sont ce qu'on pourrait appeler communément des sorcières. Alors c'est pas le nom qu'elles se donnent, elles se donnent des noms, je crois que c'est vrouche, ou je sais plus c'est quoi le terme exact, mais voilà, pour nous ce sont clairement des sorcières. Ce sont des femmes qui sont réunies toutes entre elles dans un village et qui font de la magie. Appelez ça comme vous voulez. On a une des vieilles sorcières qui a recueilli un enfant qui est sorti de la brume, et on se rend vite compte qu'elle a plus le stéréotype d'une ogresse, mais qui va décider de l'élever comme sa fille, en fait, comme une sorcière. Dans le premier tome, il se passe ce qui se passe, et là on arrive justement aux conséquences de ce qui s'est passé dans le premier tome, et du coup de comment le village va réagir à ça, comment la protagoniste, elle aussi, va vivre cette aventure-là et tout. Donc là on est un peu plus dans quelque chose de quête de soi, quête d'identité, mais en même temps on est sur quelque chose d'assez sombre, et je vous avouerai que la fin, j'étais en mode... Pardon? Ah d'accord, on va dans ce délire là, je ne m'y attendais pas du tout. On est sur un tome qui est beaucoup plus sombre que le précédent, et aussi bien en termes, je trouve, graphiquement, hein, on est vraiment sur une palette beaucoup plus sombre qu'au niveau du gore, parce que là on a carrément des choses qui sont déchiquetées, et au niveau aussi justement du personnage qui est beaucoup plus sombre que dans le précédent tome. Donc voilà, c'est chouette. En plus, comme vous voyez, petite période d'Halloween, c'est parfait comme genre de lecture. Donc j'aime bien, mais je suis assez... Voilà, je sais pas trop comment le prochain tome je vais l'accueillir, parce que si on part dans un délire de trucs trop décités et tout, ça va peut-être pas être mon délire. Quelque chose d'un peu plus fun, d'un peu plus cosy et d'un peu plus mignon, j'ai lu Séance Tea Party.
On est sur une histoire d'une jeune fille qui arrive justement à l'adolescence, qui arrive au collège et qui se rend compte que ses amitiés ne correspondent plus trop à ce que elle aime. Pour elle, elle est toujours une enfant et elle aime jouer, elle aime raconter des histoires, faire des aventures, enfin, elle est toujours dans ce monde de l'imaginaire. Qu'elle remarque que ses amis autour d'elle ne sont plus du tout, ce sont des ados, ils aiment le maquillage, les vêtements, les garçons, enfin voilà, concrètement ils veulent devenir adultes, alors qu'elle non, et au contraire elle est toujours dans son petit monde de l'enfance, jusqu'au jour où elle va faire la rencontre d'un fantôme qui a chez elle, elle va appeler justement les esprits, et l'esprit va se présenter à elle, et elle va se rendre compte que c'est une jeune fille, et elles vont se lier d'amitié toutes les deux, et réussir justement à avoir une amitié entre une personne vivante et une personne fantôme. Et du coup c'est assez intéressant parce qu'on a les deux points de vue et je trouve ça chouette parce que tout ce bouquin en fait parle justement du fait de grandir, voilà tout simplement, le fait d'évoluer, le fait d'avancer et aussi bien la jeune fille qui est vivante, qui justement malgré qu'elle ne veut pas partir du monde de l'enfance, va finir par grandir et va finir par partir de ce monde-là, hein, c'est de facto, tout en gardant son petite âme d'enfant, en aimant toujours bien ce qui est magique et tout. Et on a aussi le côté fantôme, que c'est une fille qui est emprisonnée dans son corps d'enfant pour toujours et qui veut comprendre ce qui lui est arrivé et pourquoi elle est comme ça. Et elle aussi qui aimerait avancer puisqu'elle se rend bien compte que, eh bien, elle rencontre des enfants perpétuellement en fait qui vont grandir et elle, ben, elle reste sous cet état de fantôme. Donc voilà, il y a plusieurs chemins comme ça qui sont véhiculés et on a aussi une vieille dame justement qui peut voir les fantômes alors que normalement les fantômes ne sont visibles que par les enfants. Et on va elle aussi voir ce qui lui est arrivé et comprendre pourquoi elle a cette capacité. Je trouve ça hyper chouette, hyper bien fait, c'est hyper doux, reposant, enfin moi j'ai franchement adoré. Style graphique, vous voyez, on est un peu plus sur ça, un peu plus enfantin je dirais, mais moi j'ai adoré, j'ai passé un très très bon moment et ça m'a été une petite bulle de douceur justement, après des lectures un peu plus trash comme vous allez le voir, ça m'a fait beaucoup de bien. Celui-ci, j'y suis allée à reculons, mais c'est bon, je l'ai enfin lu. J'ai lu L'Atelier des sorciers, le tome 14. On est sur une histoire d'un monde où la magie existe, mais la magie est gardée par une élite parce que il faudrait pas que tout le monde soit capable de faire de la magie, tout simplement. On a notre jeune fille Coco qui rêverait de devenir sorcière, mais elle sait que non, la sorcellerie, c'est pas possible. Il faut venir d'une famille de sorciers pour devenir sorcier. Jusqu'au jour où elle va se rendre compte de comment on fait réellement de la sorcellerie, et là elle va se dire ah ouais mais en fait tout le monde est capable de faire de la sorcellerie. Et donc elle va pratiquer un sortilège, mais qui va vite devenir catastrophique puisque sa mère va se transformer en statue. Et donc un sorcier qui va passer par là va la récupérer, la prendre sous son aile et la faire devenir son apprenti tout simplement, pour justement pas qu'elle ne soit envoyée en conseil de discipline. Parce que ben, c'est pas de sa faute en fait, c'est encore une enfant et elle a joué avec des jeux qu'elle ne connaît pas. Et donc voilà, on va découvrir comment Coco petit à petit va vivre son apprentissage, va rencontrer d'autres apprentis, va rencontrer le monde aussi avec nous, le monde des sorciers et ses règles. Et c'est hyper chouette. Mais le problème c'est qu'un peu à l'instar de Harry Potter, plus on avance dans les tomes et plus c'est très sombre. Là vous voyez on est au tome 14 et on est en pleine guerre, bataille justement entre des gentils sorciers, des méchants sorciers, des gens qui sont censés être gentils mais qui sont et des gens qui sont censés être méchants mais qui sont pas si méchants que ça. Enfin vous voyez, il y a aussi beaucoup de moraligrès, de choses qui sont un peu en mode vous voyez là on vous dit que c'est pour votre bien mais est-ce que c'est réellement pour votre bien? Bref, il y a pas mal d'enjeux politiques là et on est en pleine bataille dans ce tome là, donc je vous avoue que c'est pas un tome qui a été très passionnant pour moi. Je l'ai pas trouvé ouf, mais si on veut avancer dans l'histoire il faut en passer par là. On continue dans les choses que je cette fois-ci empruntées à la médiathèque. Donc j'ai pris Les Sœurs Grimmelées, le tome 7, le Dragon d'Or. On est sur l'histoire de ces trois sœurs, tout simplement, qui sont toutes les trois différentes. On a celle la plus jeune qui adore les animaux. On a celle qui est au milieu, qui est juste là, qui elle est plus dans tout ce qui est ragot, potin et à la mode. Et on a l'aînée qui est juste là, qui elle est plutôt dans un délire sportif. Voilà, elle est très bonne en sport et voilà. Donc on a ces trois sœurs qui sont radicalement différentes mais qui se rejoignent toutes puisque depuis toutes petites elles ont formé un club de détectives. Et donc à chaque fois qu'il y a des énigmes et qu'il y a quelque chose à régler, elles enquêtent toutes ensemble. Malgré qu'elles soient différentes et qu'elles grandissent au fur des tomes, eh bien c'est toujours aussi intéressant de les retrouver et de les voir justement avec chacune. Là on a vraiment un focus sur chacune. Des fois on est sur un tome un peu plus sur l'une, un peu plus sur l'autre. Là on a eu chacune la même équité et j'ai trouvé ça hyper intéressant avec une enquête qui les réunissait encore une fois. Donc ouais, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Au niveau graphique, on est sur ce style-là. Voilà. Et j'ai bien aimé. Donc je lirai le tome 8. En plus je crois qu'il sort au mois d'octobre le tome 8. Donc je vais attendre que la médiathèque le récupère, mais je lirai la suite avec grande envie.
Il y a aussi Les Sortilèges de Zora, le tome 5, Le Rocher de la Sorcière, que j'ai lu. On est sur l'histoire d'un monde où les sorciers existent, mais ils se cachent des humains. Somme toute un synopsis assez classique. Et on va suivre un vampire qui glisse Zora, qui fait partie d'une famille de sorcières, mais qui est une jeune apprentie sorcière, et qui ne respecte pas beaucoup les règles, on va pas se mentir. Elle est dans un collège de non-sorciers, et au lieu de faire profil bas, elle a tendance à en faire un peu casse à tête. Et donc sa grand-mère, qui l'élève, essaye du mieux que se faire d'aider sa petite fille à faire en sorte qu'elle ne fasse pas n'importe quoi. Là, dans ce tome-là, elle doit passer justement un examen pour savoir si elle va être acceptée dans le monde des sorciers ou pas. Et comment vous dire que tout ne se passe pas exactement comme prévu, puisqu'il y a 3 règles, je crois, chez les sorcières. Je sais plus c'est quoi les règles exactement, mais la dernière, c'est ne pas tomber amoureux d'un non-sorcier. Voilà. Et évidemment, on va vite se rendre compte qu'elle se pose la question, puisque dans son collège, son non-sorcier, il y a un gars avec qui elle est amie, voire plus, et donc si elle rentre dans le monde des sorciers, est-ce qu'elle ne va pas détruire ce monde-là en prêtant serment au rocher de la fameuse sorcière. Donc voilà, c'est mignonnet, on va pas se mentir. Là on arrive sur, justement, on a eu plusieurs tomes qui étaient assez introductifs au niveau de la mythologie, du lore. Là on nous le répète d'ailleurs dans ce tome-là, donc c'était un peu bien parce que vu que j'ai lu les tomes assez éloignés les uns des autres, je suis en mode attends, c'est quoi ça? Très bien. Donc on nous fait un petit rappel au cas où aussi on avait oublié entre 2 lectures. Et eh bien on va voir où ça va nous mener la suite, parce que pour le moment justement on ne sait pas si ça va avoir un impact ou pas sur la magie et sur ce monde des sorciers. J'ai lu ensuite le Monde Perdu, enfin Les Mondes Perdus justement, le tome 2, La danseuse d'Angkor Wat. J'étais un peu mitigée sur le tome 1, et donc je me suis dit je vais laisser quand même une chance au tome 2 pour voir vers où c'est quoi, des autrices ou des auteurs? Je ne sais pas. Il y a écrit L'amour et au chant. Je ne sais pas si c'est des femmes ou des hommes. Bref, pour voir où ça mène. Et je dois dire que je sais toujours pas vers où je vais avec ce tome-là. Alors, au niveau du style graphique, on est sur un jeunesse, hop, comme vous voyez, très coloré, comme j'aime. Mais au niveau de l'histoire, on est sur justement, je sais plus c'est au combienième siècle, mais pour moi c'est dans le siècle passé, parce qu'on est avec des lords et tout, donc c'est une jeune fille qui a été adoptée justement par un type qui est archéologue, et eh bien elle décide de devenir son assistante. Et donc voilà, le problème c'est qu'elle n'a que 13 ans dans ce bouquin, et il y a des choses qui pour moi sont un peu... ça me fait brasser des dents. En l'occurrence surtout dans le tome 1, là dans le tome 2 on l'évoque pas trop, sauf à la fin où on nous fait un petit « vous avez pas oublié que... » Ben, j'aurais aimé que vous l'oubliez justement celui-là, mais bon c'est pas grave. Dans ce tome-là, on est surtout autour justement de la femme, de faire le fait surtout de devenir une femme. Voilà, on est sur ça, et c'est assez bien expliqué, c'est assez bien amené, surtout que c'est du jeunesse, donc voilà. On va avoir cette jeune fille qui justement passe du monde de l'enfance au monde adulte en ayant tout simplement ses règles, mais dans un pays qui n'est pas du tout occidental, puisque justement ça se passe alors c'est pas Vietnam, c'est au Cambodge, moi je crois, voilà, dans l'ancienne Indochine. Et du coup, le mélange entre sa culture à elle et la culture dans laquelle elle va découvrir avoir ses règles va être très important pour elle, et justement d'accepter cette féminité, tout en même temps envoyant des punchlines assez importantes aux hommes qui justement la sous-traitent parce que c'est une femme. Et donc je pense que c'est important aussi d'éveiller aux jeunes femmes, aux jeunes filles, le fait que oui, le monde n'est pas sympa avec les femmes, et peu importe la culture d'ailleurs dans laquelle vous êtes, en général on est assez mal considéré. Donc j'ai trouvé ça chouette, mais en même temps de ne pas en faire un truc dramatique, surtout au niveau des règles. Le moment où elle a ses règles, elle est en mode elle comprend pas ce qui lui arrive, et son père adoptif du coup lui aussi il est en mode je suis un homme, je sais pas ce projet, ce genre de choses. Donc elle va avoir une amie vietnamienne, alors je sais plus si c'est cambodgienne ou vietnamienne, j'ai un gros doute, donc voilà on va partir sur Asie plutôt, qui va l'aider justement à faire cette passation et lui expliquer comment elle dans sa culture ça se passe, et du coup voilà, c'est chouette, mais je vous avoue que je sais toujours pas si je lirai le tome suivant et tout ou pas, parce que à la fin il y a le retour de la personne que je veux pas avoir. Tout simplement. Donc on verra. J'ai lu le tome 2 de Jeanne des Embruns. Il n'y a pas de nom particulier ce tome là? Non, tant pis. J'avais lu le tome 1 il y a fort longtemps. Je travaillais encore à la médiathèque à l'époque. Là, on est sur un tome 2. On est sur une jeune fille
qui est passionné par la mer et qui va vite se rendre compte que, eh bien, il y a des créatures magiques qui existent, en l'occurrence les sirènes. Et elle va du coup se lier d'amitié avec des tritons et des sirènes et découvrir le monde justement sous-marin. Mais dans le tome 1, il se passe ce qu'il se passe et du coup on a les conséquences dans le tome 2. Mais dans ce tome 2, on va traiter justement de la diversité culturelle et en même temps des incompréhensions, des jeux de pouvoir politiques et tout ça. Donc ça va être un petit peu plus adulte que dans le premier, on était vraiment dans la découverte et tout et tout. Et en même temps le fait de grandir aussi dans le tome 1, c'était ça. Décidément, je sais pas ce que j'ai, mais dans cette sélection, il y a beaucoup ce thème qui revient, le fait de grandir, d'avancer. Voilà, là, on est sur plutôt des jeux de pouvoir avec une guerre un peu à la fin. Ça me faisait beaucoup penser au film Aquaman là, avec Jason Momoa. On était vraiment dans ce délire-là, j'étais en mode « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc avec un petit mélange à la Pirates des Caraïbes aussi, à un moment on parle de pirates... je sais plus c'est quoi le terme, c'est pas des pirates, enfin un peu en mode, comment c'est son truc là, machin volant là, ah je sais plus. Ben bref, il y avait cette petite ambiance là qui revenait à un moment. J'ai bien aimé, au niveau graphique, c'est assez joli, c'est assez coloré, hop, c'est assez peps. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça bien? Voilà, tac tac tac. Donc j'aime beaucoup. À voir ce que le troisième tome va donner, parce que je ne sais pas trop où va aller l'auteur pour le moment, donc voilà. On continue, oui ça ne s'arrête pas, quand je vous dis que je les ai enchaînés, c'est que j'en lisais 3 à 4 par jour, donc voilà, on a lu quand même un certain quota. Dérangé, le tome 3, on part sur un nouveau personnage, on n'est plus sur celle avec le tome 1 et le tome 2, donc on part sur un nouveau personnage qui est, comment dire, assez rigide on va dire. Dans sa vie, tout est simple, enfin pas simple, mais tout est ordonné, classifié et voilà, il n'y a pas de grosses surprises, il n'y a jamais d'imprévu et du coup il va avoir la petite voix dans sa tête qui va apparaître justement, c'est la petite voix plus enfantine qu'elle avait quand elle était jeune et qui va lui dire que ça serait bien justement qu'elle lâche un peu plus prise et qu'elle écoute un peu plus son enfant intérieur pour pouvoir changer sa vie, parce que là on arrive à un moment où justement son employeur lui dit écoute, parce qu'elle est décoratrice de papier peint, tu nous fais toujours les mêmes symboles, toujours les mêmes nuances hyper sombres, hyper traditionnelles et tout. On voudrait quelque chose de plus fun, de plus psy. Elle a de l'autre côté aussi, au niveau perso, sa mère qu'elle va devoir mettre en maison de retraite parce qu'elle commence à perdre la mémoire. On nous dit pas que c'est Alzheimer, mais ça peut être soit Alzheimer, soit le fait tout simplement de vieillir et de perdre la mémoire. Et on a son compagnon aussi qui au bout d'un moment va en avoir marre, qu'elle soit toujours voilà, à vouloir que toutes les choses soient bien cadrées, bien prévu, tu vois, par exemple il va lui dire hey, si on allait manger au restaurant ce soir ou si on allait boire un verre ce soir, et elle va être non, en fait j'ai pas envie, enfin moi j'ai prévu ci, ça et on va faire ci, ça et lui il est en mode bah ouais mais bon, des fois ça serait bien de sortir un peu justement de la routine, du cadre et tout, et jusqu'au jour où la goutte d'eau de trop en fait c'est qu'elle va faire des plans justement sur la comète, à un moment il va y avoir des amis qui leur parlent de faire des enfants et tout, et elle a fait en mode ben non, moi j'en veux pas, et puis ça sera comme ça. Et lui, il est en mode, ben, ça serait bien qu'on en discute quand même, parce qu'on est deux dans ce couple. Donc voilà, et donc ça va être la goutte d'eau, et il va partir. Et donc, quand on va arriver à ce moment-là, eh bien la petite voix va lui arriver dans sa tête en lui disant « Hé, ce serait peut-être bien que tu m'écoutes des fois !» Et elle va remettre justement son fonctionnement en question, et donc elle va essayer d'écouter un peu plus son enfant intérieur pour pouvoir justement avancer dans la vie. J'ai beaucoup aimé, voilà. On est sur un style graphique un peu comme ça, voilà, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et je sais pas trop quoi vous dire de plus, que c'est très chouette, et justement ça rappelle, ça nous fait un petit pic de rappel aussi, des fois c'est pas mal, que des fois c'est bien de vouloir prévoir les choses, de vouloir en faire que tout roule, tout soit bien cadré, mais il faut aussi laisser place à l'imprévu et voilà, vivre un peu le moment présent, c'est pas mal aussi. Et ça continue. Cette fois-ci, c'est un achat de ma part. Les filles en colère aiment les garçons sensibles. J'adore. Alors, le style graphique, pas trop. Franchement, le style graphique, c'est pas trop ce que j'aime. Vous voyez, c'est pas très coloré, les dessins sont pas très jolis. J'aime pas dire ça, mais c'est le seul terme que je trouve adéquat. Enfin, c'est pas trop à mon goût. Par contre, le sujet est drôlement intéressant. On est sur une jeune femme qui fait du hockey, qui a du coup la carrure qui va avec son sport, qui ne connaît pas du tout féminine, et qui est très douée dans ça, mais qui est surtout à côté, qui se considère en fait pas intéressante pour le reste. En fait, elle est assez timide, renfermée, et du coup elle n'arrive pas spécialement à se faire d'amis, elle n'a pas d'autre passion que le hockey, elle vit littéralement
pour ça, jusqu'au jour où sa capitaine, à force de la harceler, sa capitaine d'équipe, eh bien elle va décider de péter un câble et de lui en foutre une, alors que c'est pas très recommandé dans une équipe pour garder une cohésion, mais voilà, elle va avoir un excès de colère et elle va la frapper. Elle va se rendre compte que dans son lycée, il y a un gars, juste ici, qui est gay et qui se prend des insultes, mais alors homophobe comme c'est pas possible, mais jamais il ne s'énerve. Toujours il reste passible et au contraire, il arrive à renvoyer les pics, à renvoyer à son harceleur, agresseur potentiel, et bien, avec une force tranquille, en fait, il arrive à lui répondre. Et du coup, elle va se dire, bon, il va falloir que je lui demande comment lui est fait pour qu'il m'aide avec cet excès de colère, parce que je me suis fait peur, je me suis pas reconnue au moment où je me suis énervée comme ça. Donc du coup, petit à petit, en fait, on va les voir tous les deux, elle va aller lui demander de l'aide, il va l'accepter, et on va voir justement leur relation avancer. Je vous fais un petit spoil, il est pas gay au final, il est bi. Et donc voilà comment une relation entre deux va commencer à naître. On va voir aussi justement leurs deux familles, leurs deux fonctionnements différents. Et il y a pas mal de sujets qui sont traités. Donc aussi bien elle, l'acceptation de sa non-féminité, entre guillemets, l'acceptation de sa passion, aussi bien par sa famille que par le monde tout autour. Lui, pareil, c'est acceptation de l'homosexualité, mais pas que, parce qu'il est bisexuel comme je vous l'ai dit. Le fait de toujours vouloir être trop gentil aussi, des fois c'est pas forcément une bonne idée, parce que des fois on peut blesser certaines personnes à ne pas vouloir justement mettre des limites et à ne pas trancher les choses. Et en même temps on a aussi, comme je disais, leurs familles qui ont deux visions différentes des choses, mais qui ont leurs propres problèmes, et c'est hyper intéressant de voir ça. Donc franchement j'ai bien aimé, c'est un bouquin à mettre je pense entre les mains des adolescents et des adolescentes, parce que les sujets qui sont traités sont quand même vachement plus pour eux. Donc j'ai bien aimé, voilà, ça, comme je disais, ça traitait de plein de sujets différents, c'était très intéressant. Et par contre, à la fin, j'avais un petit goût de pardon, c'est déjà fini. Je trouve que la résolution du problème en soi a pris le temps qu'il fallait, mais vous savez, le petit et à la fin il, on l'a pas eu ce petit et à la fin il. Donc voilà, c'est un petit goût trop peu pour moi, mais sinon, très bonne lecture, j'ai adoré. On continue avec My Dear Detective, le tome 2 que j'ai emprunté à la médiathèque. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est tout simplement détective dans une agence de détective, mais comme c'est une femme, eh bien, elle n'est pas très bien vue. Et en plus, ça ne se passe pas à notre époque, hein. Ça se passe plus dans une époque un petit peu à la Sherlock Holmes, là, oui, on est plus dans les années 20-30 que en 2025. Donc elle décide de devenir quand même détective et de mener des petites enquêtes, et elle va avoir pour assistant un jeune héritier d'une famille assez riche au Japon, et on va les voir du coup mener l'enquête. Là on est sur une enquête qui va traiter d'un jeune orphelin justement, et qui serait un petit génie, et qui du coup serait un petit génie pour le moment du mal, puisqu'il fait que des conneries avec son intelligence. Donc voilà. C'est un peu un dérivé de l'enquête du premier qui est ici, mais on part sur autre chose après, donc voilà. On part sur plus lui du coup, parce que dans le premier évidemment on a parlé d'elle, personnage principal, et donc on est revenu sur sa famille et tout. Et dans ce deuxième tome du coup on introduit plus lui et sa famille, d'où est-ce qu'il vient. Voilà. Potentiellement j'aimerais bien avoir une romance nette entre les deux, mais je ne sais pas si ça va être possible. Donc à voir dans les épisodes, à voir dans les prochains volumes si j'ai le droit à ma romance entre les deux ou pas. On continue avec La Volière des souvenirs. J'avais extrêmement peur qu'on parte sur quelque chose de très mélancolique et tout, parce que je voyais une petite fille avec sa grand-mère et que ça parlait de souvenirs. Je me suis dit, oh là là, pour un peu, je suis partie dans un délire hyper maladie d'Alzheimer et tout, parce que je vous avoue que je suis allée le prendre, je l'ai pris parce qu'il graphiquement il me plaisait, mais j'ai pas du tout regardé de quoi ça parlait. Et au final, c'est pas vraiment ça. On est sur l'histoire justement d'une jeune fille qui va découvrir la vie de sa grand-mère à travers, en fait, sa grand-mère a une petite manie, du coup tout le monde la considère folle à cause de ça. C'est que quand elle a un trop plein d'émotions, ou voilà, elle fait un dessin où elle l'écrit sur un bout de papier, elle transforme ce petit papier en origami, comme vous pouvez le voir, et du coup, elle a accumulé énormément de petits origamis en forme d'oiseau comme ça. Et eh bien on va découvrir justement comment tout ça a commencé, parce qu'au début elle avait juste une cage où elle mettait ses petits oiseaux, mais à force de vivre et tout, et bien au fin fond de son jardin, son mari lui a créé carrément une volière pour vrais oiseaux, sauf qu'à la place d'avoir des vrais oiseaux dedans, eh bien elle y met ses petits oiseaux en papier. Donc on va avoir cette jeune fille qui voit sa mère dépérir parce que son père est mort récemment, et eh bien sa grand-mère qui aussi va pas bien, et donc du coup c'est la petite fille qui prend un peu tout en charge, et c'est un peu compliqué pour elle ces moments là, et donc on va avoir justement
ces conflits intergénérationnels qui vont avoir lieu et c'est pas mal intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé justement comment certains traumas peuvent être vécus parce que par exemple ce que la petite fille reproche à sa mère c'est exactement ce que la mère reproche à la grand-mère par exemple. Il y a un moment justement la grand-mère va lui rire au nez en mode attends, t'es en train de me reprocher que c'est ta faute si t'es malheureuse alors que t'es en train de produire exactement le même schéma sur ta fille. Alors que moi, quand je t'ai fait ça, t'étais adulte, elle, ta fille, ne l'est pas. Donc voilà. Et justement, c'est assez intéressant de voir aussi, justement, comme je vous ai dit, le schéma familial et comment tout ça a été mis en place et le regard des autres et comment ça ne doit pas nous impacter en fait. Si nous, on est heureux de faire ça, eh bien, il faut qu'on le fasse et peu importe ce que les autres pensent de nous. Et j'ai trouvé ça très doux, très bien fait, très nostalgique, très chaleureux. Voilà, j'ai trouvé ça... J'ai passé un très bon moment en fait à la lire. Surtout que j'appréhendais au moment où j'étais en mode oh là là, je me lance dans un truc hyper pesant. Et en fait, non. Malgré qu'on traite de deuil, malgré qu'on traite de conflits intrafamiliaux, comme je vous dis, et bien au final, non, ça a été vraiment une petite bulle, un petit bonbon. Hop, je vais peut-être vous montrer un peu au niveau style graphique comment on est. Tadada, tadada. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez chouette et voilà, je vous la conseille si vous voulez lire ce genre de lecture. Et on arrive au dernier, et alors là par contre on est sur quelque chose d'un peu plus sombre, bien que, encore une fois j'ai cru que je partais sur quelque chose de hyper dur, et au final je trouve que comment ça a été amené, ça l'allait pas trop. Voilà, j'ai lu Les femmes ne meurent pas par hasard, Anne Bouillon. Je crois que ça se prononce comme ça, Anne Bouillon. On est sur cette avocate justement qui s'est fait une spécialité et en plus j'ai découvert apparemment qu'elle était à Nantes. Donc le jour où voilà, je retourne vivre à Nantes et que j'ai besoin d'une avocate, on ira la voir. C'est une femme qui se spécialise justement dans le droit des femmes. Voilà, elle ne veut pas défendre d'autres, elle a commencé sa carrière en défendant des hommes et tout, et désormais, en étant une femme justement militante, engagée, elle a décidé de faire ce choix, elle a choisi son combat, elle veut défendre des femmes. Donc que ce soit des femmes qui ont des problèmes par exemple avec leur mari lors de leur divorce pour récupérer une pension alimentaire, que ce soit des femmes qui ont été battues justement et qui demandent à se séparer ou à avoir des, comment ça s'appelle là, des restrictions machin, voilà. Ou encore pire évidemment quand il y a des féminicides ou des agressions, voilà, et là justement c'est hyper intéressant parce qu'on a plein d'affaires différentes qui nous sont montrées de manière assez fluide, hein. C'est pas un compact de dossier, mais de manière assez fluide justement, on va de dossier en dossier et de voir comment les femmes sont martyrisées par la société et par les hommes avec un grand H, et c'est hyper intéressant. Enfin, en vrai, quand on est une femme, on le sait déjà, hein, qu'on est en général pas très bien vu dans la société et que malheureusement, le nombre de meurtres de femmes qui a lieu par an est phénoménal. Le nombre de femmes qui sont battues est aussi phénoménal et qu'il y a tout un système patriarcal autour de nous qui malheureusement nous oppresse encore. Même s'il y a eu de graves améliorations grâce au mouvement MeToo et grâce à plein de choses, on va pas se mentir, on a toujours le problème que eh bien, les hommes ont ce besoin de dominer les femmes dans les couples hétéros surtout. C'est assez problématique, on va pas se mentir. Et donc là, elle nous montre justement différentes, comme je vous ai dit, différents dossiers qu'elle a eu à défendre. Et on passe de la jeune femme qui justement s'est fait battre par son mari. On a la femme justement qui s'est séparée de son conjoint, mais qui quand elle a voulu récupérer son jeune enfant, parce qu'ils ont une garde partagée, eh bien il l'a violée. Et plein d'autres évidemment, des femmes qui se sont fait tuer par leur mari. Et donc du coup elle défend, elle se porte partie civile pour la femme. Et voilà, plein d'autres encore. Ou des colleuses pareil qui se sont fait agresser alors qu'elles étaient en train de coller et justement où l'agresseur leur a foncé dessus avec la voiture en leur disant que il allait les violer et les tuer. Enfin voilà, il y avait plein de dossiers différents. Et c'est très intéressant parce qu'à chaque fois on est sur des âges différents, des couleurs différentes, des orientations sexuelles aussi qui peuvent être différentes, mais on est toujours sur une agression de femme par un homme. Et justement, à un moment, elle le dit, j'en ai marre parce que peu importe le nombre de dossiers que je défends tout le temps, il y a toujours plus de personnes à ma salle d'attente, il y a toujours plus de dossiers sur mon bureau. Et le problème, c'est que moi, je défends les femmes qui se présentent à moi, mais c'est qu'il y en a plein qui souffrent encore en silence et que c'est tout le système qu'il faudrait changer pour réussir à faire en sorte que ça soit mieux. Franchement,
j'avais très peur que ça soit très lourd et je veux pas vous mentir, hein, c'est pas quelque chose de happy, c'est pas quelque chose d'hyper joyeux, mais c'est beaucoup plus digeste que ça n'en a l'air et moi je le dis, il faut lire ce genre de choses, c'est important. Encore et toujours, malheureusement, on est dans une société qui se veut égalitaire mais qui ne l'est absolument pas dans les faits. On peut regarder les chiffres, les statistiques, voilà, on est moins payé, on est beaucoup plus agressé, on est beaucoup plus tué, on est beaucoup moins considéré. Voilà, on va pas se mentir, hein, on est encore moins de l'égalité. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture et évidemment, je la valide à 100% et si vous pouvez la lire, lisez-la, c'est très important. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui peuvent la conseiller dans leur médiathèque ou dans leur CDI et tout ça, conseillez-la, c'est ce genre de lecture qui est importante à lire. Et bien voilà, on a fait le tour de tout ce que j'ai lu cette semaine. Et comme vous pouvez le voir, il y en a un certain nombre. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, je crois, hein, si je n'en ai pas loupé. Ouais, un peu plus de 15 bouquins à avoir lu cette semaine, donc on est contente, on va prendre un rythme qui est plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous voulez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez parler des lectures que j'ai faites, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Ou si vous voulez me parler de vous, vos dernières lectures, on peut en parler en commentaire. Encore une fois, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.